Donc, bonjour Monsieur Grandillon. Bonjour Florian. Bonjour Monsieur Grandillon. Bonjour Blandine. On est de retour donc pour un nouvel entretien vidéo pour la revue Militant avec son rédacteur en chef. Et alors le sujet aujourd'hui, c'est la Ve République, de Gaulle à Macron, donc 3/4 de siècle de déchéance politique. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez revenir donc sur la dite libération, ainsi que sur le passage de la 4e à la 5e République, donc fondée par Charles de Gaulle? Oui. Alors, effectivement, il y a eu une rupture extrêmement importante en 1944. En 1944, il y a eu une rupture extrêmement importante qui peut être considérée comme une deuxième révolution française. Pour un petit rappel, si en 1944, il y a eu tous les événements dont nous avons parlé, c'est que la France s'est retrouvée vaincue en juin 1940, qu'elle a subi 4 années d'occupation par l'armée allemande, et qu'à la suite de la mondialisation du conflit entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, les États-Unis sont entrés en guerre, l'ensemble du monde. Tout un contexte géopolitique. Tout un contexte géopolitique. Et en 1944, pour faire plaisir, si on peut dire, à Staline, les anglo-saxons, les anglo-américains ont débarqué sur les côtes de Normandie. Et il était bien précisé que ce n'était pas une armée de libération, mais c'était une armée d'invasion. Ce qui situe le contexte. Et lorsque l'on parle aujourd'hui de libération, le vrai mot qui convient en France, c'est le mot délivrance. Lorsque l'on parle de Jeanne d'Arc, qui a, entre guillemets, libéré Orléans, on parle de la délivrance d'Orléans. En 1944, on n'a pas eu droit à la délivrance de la France, de l'occupation allemande, on a eu droit à la libération. C'est-à-dire que le mot libération constitue une nouvelle occupation. C'est le nom d'une nouvelle occupation. Puis là où en plus, sous Pétain, quelles que soient les critiques que l'on peut faire, la loi naturelle était globalement respectée. Alors le gros problème, c'est qu'en 1944, avec l'arrivée des armées anglo-saxonnes, et même s'il y a eu la participation de la 2e DB, donc de troupes françaises, dans lesquelles il y avait pas mal de républicains espagnols. Je rappelle que la colonne Drum qui est entrée dans Paris et qui en a chassé les Allemands était composée essentiellement d'anciens républicains espagnols qui continuaient la guerre d'Espagne à leur façon. Il y a eu aussi la première armée française, qui était une véritable armée française. C'était l'armée Végan, qui avait été l'armée d'Afrique du Nord, qui a continué la guerre pour délivrer le territoire français. Mais le gros problème qui s'est posé à l'époque, c'est De Gaulle. C'est De Gaulle. Pourquoi? Parce qu'en 1940, le gouvernement républicain avait lâchement abandonné tous les pouvoirs dans les mains du maréchal Pétain. On rappellera toujours Camille Chautemps qui s'embarquait sur le Massilia au port du Verdon à Bordeaux. Suite à une déclaration contre l'Allemagne d'ailleurs, où elle n'avait même pas les moyens de gagner. Elle n'avait même pas les moyens de gagner. Et à ce moment-là, ils ont donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, un vieil homme finalement, en lui disant de se débrouiller finalement avec toute la casse qu'ils avaient faite. Il s'est passé une chose, c'est qu'au même moment, il y a le général de Gaulle qui est parti à Londres et qui s'est proclamé lui-même, alors sur un coup d'audace assez extraordinaire, mais il s'est proclamé le seul représentant de la France. Pour la petite histoire que m'a raconté Pierre Sidos, qui la tient du colonel Fonck, René Fonck, qui était un des as de l'aviation française pendant la guerre de 14, sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux, il croise De Gaulle, qui allait prendre un avion pour l'Angleterre. Et Fonck dit à De Gaulle, en général, vous partez? Oui, je pars en Angleterre puisqu'on ne veut plus de moi ici. Donc l'engagement premier de De Gaulle, c'était tout simplement parce qu'il n'avait pas retrouvé une place dans le ministère oui, c'est connu, c'est vrai. Pétain. De la même façon que Victor Hugo est devenu anti-Napoléon III, tout simplement parce qu'on lui avait refusé un poste de ministre de l'instruction publique dans un ministère dirigé par Napoléon.
à quoi tiennent les choses dans l'histoire. Cela dit, le gros problème avec De Gaulle, c'est qu'il a créé un manichéisme politique au sein de la France. D'un côté, les mauvais, c'est-à-dire ceux qui soutenaient le maréchal Pétain, ceux qui représentaient la légitimité ou au moins la légalité française, puisque le maréchal Pétain n'a pas pris le pouvoir par un coup de force, il a simplement on lui a donné le pouvoir par une succession ministérielle en juin 40, puis en plus par les lois constitutionnelles, la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940. Puis un régime ne met pas longtemps à se légitimer souvent, c'est-à-dire qu'internationalement, c'était bien Pétain qui était reconnu par les États-Unis, la Russie, le Vatican, etc. Tout à fait, oui. Pétain, le régime de l'État français, que ses détracteurs ont appelé le régime de Vichy, a eu tout le temps des reconnaissances diplomatiques américaines et soviétiques, et des autres pays. Donc la légitimité, la légalité politique en France était représentée par le maréchal Pétain. Ça, c'est indubitable. Et vous disiez donc oui que De Gaulle a créé cet état de guerre civile. De Gaulle a créé cet état de guerre civile pour pouvoir imposer son autorité. À partir de 1943, après la conquête de l'Afrique du Nord par les Anglo-Américains et l'installation d'une autorité militaire franco-américaine en Afrique du Nord, De Gaulle est venu s'installer à Alger, a éliminé le général Giraud et s'est imposé politiquement, tout simplement en s'opposant au maréchal Pétain et en reprenant une soi-disant légitimité républicaine dans laquelle, effectivement, toute la franc-maçonnerie, le judaïsme politique incarné par René Cassin se sont engouffrés. Et même des militants marxistes. Et même des militants marxistes. Il est bien connu que De Gaulle a toujours été l'allié des communistes. Et on le retrouve en 1945, puisqu'il avait nommé vice-président du Conseil Maurice Thorez, qui, quand même, il faut le savoir, a été déserteur en septembre-octobre 1939. Donc, enfin, finalement, un déserteur, un traître à la France, se retrouve vice-président du Conseil des ministres en 1945. Cela résume en quelque sorte la nature du régime qui s'est installé à cette époque-là. Et De Gaulle, à partir de ce moment-là, a dit il y a les bons Français et les mauvais Français. Et ça a été ce qu'on appelle la période de l'épuration. Alors certains diront qu'effectivement il a calmé l'épuration, notamment dans la région de Toulouse, et ça tournait à la guerre civile, et même à la limite un pouvoir communiste pouvait s'instaurer et lui échapper. Il voulait simplement établir son autorité. Mais l'épuration, avec les pratiques qui ont été mises en place, est une seconde phase de la Révolution française. Comme une Révolution française dont le fameux Payon a dit qu'elle n'était pas terminée. Donc c'est une répétition de 1789, on sent bien qu'avec 45, il y a un droit juridique laïcard et tout ça qui revient. Effectivement. Et il y a donc, en 1945, les mauvais Français, selon le critère de la République rétablie. C'est-à-dire les bons, en fait. Oui. Dans les fourgons de l'Amérique et de l'Angleterre, et les bons Français, qui sont donc les républicains, les communistes, les FTP, autrement dit les francs-tireurs et partisans, autrement dit les communistes, qui sont entrés en résistance après le 21 juin 1941, lorsque l'Allemagne, à mon sens préventivement, a attaqué l'Union soviétique. Et effectivement, il y avait de quoi monter contre le régime présidé par le maréchal Pétain, par l'État français, tous les francs-maçons, tous les représentants tenants du judaïsme politique, puisque l'État français a été, depuis 1789, le seul régime politique qui s'est opposé d'une manière claire et nette aux idéaux de 1789, et qui a été une rupture dans la maçonnisation
de la France. C'était une opposition à la République cosmopolite en France. Qui a établi, qui a renouveau mis au goût du jour les corps sociaux aussi. Et voilà, il a remis en place les corps sociaux, il a rétabli le principe de la catholicité de la France, et ça, les francs-maçons ne pouvaient pas l'accepter. Et c'est à mon avis, le fond du rejet du régime de l'État français, tout simplement parce qu'il s'est instauré en rupture avec les régimes mis en place depuis 1789. Ce que le Grand Orient, d'ailleurs, selon les décennies, a souvent reconnu, d'ailleurs, explicitement. Oui, bien sûr. Que c'était l'objet du combat, de cette manière. C'était l'objet du combat. Et en 1945, il est quand même étonnant, si l'on peut dire, de voir revenir aux affaires les vaincus et les faillis de 1940. Vous avez quand même, à partir de 1945, 46, 47, vous avez Léon Blum qui redevient président du Conseil. Un retour du Front populaire. Et voilà. Bon, vous avez par exemple Daladier qui se fait de nouveau élire député. Alors que Daladier était quand même même s'il a fait des actions de redressement de l'armement en France, mais quand même un des artisans de la défaite de 40. Vous avez ces gens-là qui reviennent au pouvoir dans les fourgons des Anglo-Américains. Et avec le retour des Anglo-Américains, de ce gouvernement, eh bien, nous avons effectivement changé d'occupation. Au lieu de l'occupation allemande, qui était une occupation militaire suite à une défaite, là nous avons une occupation idéologique, une occupation économique, une occupation, je dirais, spirituelle, qui aujourd'hui n'a toujours pas cessé. Oui, c'est vrai. Donc, il faut voir les choses. La France, vaincue en 1940, continue à être vaincue aujourd'hui. Mais elle n'est pas asservie au même pouvoir. C'est tout. Et vous pouvez en venir un peu à cette vague 4ème République ? La 4ème République, c'était tout simplement la volonté d'en mettre en place la 3ème République en lui enlevant ses mauvais côtés et ses faiblesses. C'est ce qu'on appelait le parlementarisme rationalisé. Parlementarisme rationalisé qui a fait en sorte que les gouvernements se succédaient à peu près tous les 6 mois. Donc c'était une instabilité gouvernementale, je dirais pas ministérielle, il faut distinguer les deux, parce qu'il y avait des ministres qui restaient en place, mais une impossibilité de mener une politique de long terme. Une politique de long terme. À ceci près, quand même, que dans les programmes politiques mis en place après 1945, beaucoup d'éléments instaurés par l'État français, de loi de l'État français, de projets, ont été conservés et ont été mis en application. Notamment pour les systèmes de retraite. Le système de retraite par répartition date de 1940-41. Oui, il y a un livre sur les lois encore en vigueur de Vichy aujourd'hui, oui, c'est Cécile Desprairies, qui est intéressant dans ce domaine. Qui est très intéressant, qui montre la continuité finalement. Historique et juridique. Historique et juridique. Et en cela, effectivement, on se rend compte que malgré la succession nominale des régimes, il y a une continuité dans l'état profond français. C'est que beaucoup de réformes qui ont été mises en place en 1940-41 par l'État français étaient déjà en gestation sous la Troisième République, mais qui ne pouvaient pas être mises en place du fait de l'incurie du régime. Et elles sont ensuite passées, après 1945, dans la pratique de la Troisième République. De la quatrième République. Et ce qui met fin à cette République, finalement, c'est en bonne partie l'affaire d'Algérie française, où De Gaulle a joué un rôle néfaste par la suite. Alors effectivement, De Gaulle, pour tout observateur attentif de la vie politique française, savait dès les années 50 que s'il revenait au pouvoir, il abandonnerait les colonies françaises qu'il considérait comme un boulet. Il avait d'ailleurs fait une réunion, je pense en 1954, au Vélodrome d'hiver, devant une assemblée assez restreinte, dans laquelle il avait clairement dit que son programme c'était l'abandon des colonies françaises, et de l'Algérie aussi. Donc lorsqu'il est revenu au pouvoir,
effectivement, des personnes comme Pierre Sidos n'ont pas manqué de dire mais De Gaulle, retour au pouvoir, c'est l'abandon de l'Algérie. Avec Jeune Nation à l'époque. Avec Jeune Nation à l'époque. Et en janvier 1959, Pierre Sidos avait créé le Parti nationaliste qui a été interdit 8 jours plus tard. De Gaulle, le gouvernement savait très bien ce qu'il faisait. Et effectivement, De Gaulle est quelqu'un qui a profité de la crise algérienne pour revenir au pouvoir. Et c'est un personnage assez complexe. C'est un personnage assez complexe parce qu'effectivement, il avait une certaine idée de la France. Il pensait que la France toute seule s'en sortirait mieux qu'avec ses colonies qu'il considérait comme un boulet. Et il a agi de la manière la plus malhonnête qui soit, en faisant croire qu'il défendrait l'Algérie française, alors qu'il avait été depuis longtemps résolu de la brader. Et ensuite, il a commis une grave erreur, c'est que plutôt que de fixer, en maintenant une population française en Afrique du Nord, fixer toutes les populations arabo-musulmanes sur le sol algérien, eh bien, ou d'Afrique du Nord, eh bien, en évacuant tout l'encadrement de ces pays, il a ouvert les frontières et fait venir tous ces gens-là chez nous. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que l'invasion migratoire découle de la décolonisation plus que la colonisation elle-même. Et bien sûr, c'est la décolonisation. Il y a une grosse fracture. Oui, la décolonisation qui a été quelque chose d'extrêmement mal fait. Ça fait un appel d'air tout de suite vers la France métropole, ancienne métropole. À partir du moment où les gens quittaient les Européens qui étaient l'armature de ces pays l'abandonnaient, eh bien, ces pays-là se retrouvaient sans structure. Donc les populations suivaient. Je connais un certain nombre de personnes, notamment dans ma belle famille, qui est revenu en métropole. C'était la 6e génération quand même installée en Afrique du Nord. On veut arriver dans les 6 mois à 1 an, leurs anciens régisseurs d'Afrique du Nord en disant et tu viens en France, eh ben on me suit. La France devient la colonie de ces colonies. Et, voilà. Et à défaut d'avoir pas réussi à franciser l'Afrique, ils se mettent à africaniser la France. Et quelqu'un avait bien perçu De Gaulle, qui était le personnage de Gaulle, c'est le philosophe Alain, Émile Chartier. On vient de publier très récemment son journal inédit. Et dedans, au 23 juillet 1940, elle écrit, alors on a fusillé Laval pour avoir dit « je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Le philosophe Alain écrit dans son journal « j'espère que les Allemands vaincront, car il ne faut pas qu'un personnage du genre De Gaulle arrive au pouvoir chez nous ». Alors que lui, en plus, il est vraiment la personnalité anti-allemande, en plus, De Gaulle. Et oui. Voilà. Et le philosophe Alain est le philosophe quasi officiel de la Troisième République. Une crise de l'avalisme. Voilà, la République radicale socialiste. Mais il avait bien perçu le personnage. Il avait bien perçu le personnage qui était quelqu'un qui servait son propre intérêt plutôt que celui de la France. Ou alors, voilà, il servait la France en servant son propre intérêt. D'ailleurs, dans la constitution de l'Union européenne, on avait eu l'impression qu'il y a eu une politique d'éternel Richelieu où France et Allemagne se disputaient la première place, quoi. Avec l'établissement pas directement de l'Union européenne, mais un peu tout ce qui était communauté européenne. Tout ce qui était communauté européenne. Eh bien, ça, c'est un discours de Robert Schuman en 1950, lorsqu'on a eu l'idée de vouloir lancer la construction européenne. Il a dit de toute façon, ce qu'il faut, c'est que la France et l'Allemagne ne cessent de se faire la guerre, et pour y parvenir, il faut commencer par mutualiser les économies. D'où la création de la CECA, la communauté du charbon et de l'acier. Ça, c'est un discours de Robert Schuman. Des plans gaullistes, il y avait Jean Monnet aussi. Jean Monnet, lui, est un internationaliste, un atlantiste depuis les années 20. Le marchand de Cognac, lui, il était, internationaliste depuis les années 20. Mais bon, donc, De Gaulle est un personnage, effectivement, qui a monté une partie de la France contre l'autre,
Et en cela, c'est un personnage extrêmement nuisible, extrêmement néfaste de l'histoire de la France. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'a pas sa place au Panthéon français. Même si on doit lui reconnaître que dans les années 60, 65-69, il a eu des comportements extrêmement nationalistes, en ce sens qu'il a lancé la force de frappe, il nous a fait quitter le nucléaire, il nous a fait quitter l'OTAN, que ses successeurs se sont empressés de réintégrer, mais 20 ou 30 ans après, on en est là aujourd'hui. On sait que son père était d'Action française aussi, il y a un héritage. Il avait quand même, et alors là, c'est là que l'on voit une chose, c'est que le fond de l'État français était tenu, de la République, était tenu par des gens qui étaient plus ou moins vendus à l'atlantisme et déjà à l'esprit libéral internationaliste. C'est quand il a dans son propre gouvernement. Oui, c'est quand il a voulu lancer le plan calcul, c'est-à-dire vouloir créer une véritable industrie de l'informatique en France, eh bien, il a été quasiment torpillé par la haute fonction publique. En interne. En interne. Donc, il y a le phénomène de Gaulle politiquement, qui a été nuisible parce qu'il a monté les Français les uns contre les autres, mais il y a aussi le fait que l'État profond, c'est-à-dire la haute fonction publique, qui se coopte, comme chacun sait, a mené déjà par elle-même une politique antinationale contre De Gaulle. Mais en même temps, c'est peut-être lui qui l'avait amené malgré ses principes de monarchie présidentielle un peu. C'est le fond de l'appareil politique, de tous ces hauts fonctionnaires qui vont faire des stages dans des écoles de l'université américaine, qui reviennent, il y avait déjà cet aspect-là que l'on retrouve encore aujourd'hui et qui en quelque sorte arrive au pouvoir avec un Macron. Et peut-être on peut terminer sur De Gaulle avec le cas mai 68, c'est-à-dire sa chute. Alors mai 68, à l'automne 67, tous les observateurs un peu avertis avaient été sidérés par le fait qu'ils s'en prennent au judaïsme politique en fustigeant un peuple sûr de lui et dominateur, autrement dit le peuple juif, le peuple israélien, enfin, l'État israélien et puis la communauté juive qui prenait de plus en plus d'ampleur en France. Et les observateurs avertis à l'époque avaient dit il a signé son arrêt de mort. Et effectivement, mai 68, même si l'ambiance internationale jouait en faveur de mouvements étudiants, de mouvements de révolte, de mouvements de subversion des valeurs morales qui tenaient encore au moins en surface, se sont dit voilà, mai 68, c'est la monnaie de la pièce de Gaulle, quoi. Voilà. C'est vrai que les boucheries restaient fermées le vendredi encore sous De Gaulle et tout ça, il y avait des restes. Il y avait des restes, oui. Et ceux qui ont lancé mai 68, c'était en grande partie des intellectuels juifs. Des intellectuels juifs. C'était la révolution sexuelle qui nous venait des États-Unis, Hébert Marcuse et tout ça. Hébert Marcuse qui eux-mêmes appartenaient à la communauté. Oui. Voilà. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un véritable déterminisme dans la pensée juive, mais il y a le fait que la manière de penser, la manière d'argumenter, la manière de concevoir le messianisme juif dans le monde, avec l'idée de subvertir le christianisme, qui finalement est pour eux une sorte d'anti-judaïsme. Même s'il y a la rupture, il faut toujours la rappeler, le judaïsme est mort avec le traditionnel est mort avec la résurrection du Christ. Mais à côté, il s'est créé le judaïsme talmudique, qui est une religion plus récente que le christianisme d'ailleurs. Qui est post-chrétienne, mais qui est actuelle. Et qui est actuelle. Voilà. Bon, il y a ce fond de pensée qui est toujours ressorti à travers la pensée juive. Donc, qu'il y ait pas que ces gens-là, ils pensent consciemment ou inconsciemment, ça les amène à produire des éléments de pensée qui vont pour la destruction de la société chrétienne. Voilà. Et effectivement, mai 60, mais il faut dire aussi que si mai 68 a si bien réussi, c'est que la société n'attendait que ça. Oui, c'est comme toujours, on dit quand une révolution aboutit,
je crois que c'est même Adolf Hitler dans Principe d'action, et c'est quelque chose de très reconnu, c'est qu'il y a le haut qui veut une révolution, mais en plus le bas est complice. Le bas est complice, ou en bonne partie complice. Il faut qu'il y ait pour qu'une révolution, pour qu'une révolution réussisse, il faut déjà que les esprits soient préparés. Et si mai 68 a réussi avec la subversion des valeurs, qui arrive aujourd'hui avec l'inversion du mariage, l'inversion des mœurs, des sexes et de tout ce que l'on veut, c'est tout simplement parce que les esprits y étaient déjà préparés depuis longtemps. Si vous prenez Vatican II, même Vatican II est arrivé à subvertir l'Église à peu près à la même époque. Le concile c'est 65, le temps que tout se mette en place c'est 68-69. Eh bien, les idées qui ont gagné en 65 étaient déjà présentes dès les années 20-1930 dans l'Église. L'intermède de Saint-Pédis, ça a été un intermède finalement dans le glissement progressif vers le libéralisme religieux. Oui, il y a eu en même temps 1789 au Vatican avec le Concile Vatican II dans les années 1960, qui ont suivi en fait la défaite des régimes nationalistes qui ont défendu finalement de fait, en s'opposant à tous les ennemis de l'Église, qui ont défendu un peu de protéger de cette évolution. Il a été quasiment imposé au général Franco d'enlever le côté catholique de l'État espagnol. Oui, exact. Oui. Et d'ailleurs, il l'a même en partie accompagné avec la Constitution de 68, je crois, où il parlait de liberté religieuse. Mais oui. Donc même le Vatican a usé de sa juridiction pour faire imposer à l'Espagne de se décatholiciser. Ce qui est assez étonnant, c'est même que des philosophes comme Maritain, qui avait écrit des ouvrages dans la stricte orthodoxie thomiste dans les années 1910-1920, a écrit des cris de victoire dans son livre Le paysan de la Garonne, en disant la liberté religieuse est acceptée, c'est extraordinaire, c'est ceci, c'est cela. C'est fou comment ils ont pu... Et oui, c'est assez étonnant. Alors certains disant qu'il avait épousé Raïssa, qui était d'origine juive. Bon, moi, je n'entre pas dans ce genre de considération. Mais je constate que Maritain avait complètement changé de... Virer sa cutie. Virer sa cutie, oui. Par son laïc. Voilà. Et c'est véritablement... C'est même plus que se tirer une balle dans le pied. C'est se suicider. À partir du moment où on dit qu'il y a un relativisme religieux, à ce moment-là, c'est perdre sa raison d'être. Si toutes les religions se valent... on se tire une balle dans le pied. Oui, on se suicide soi-même. On se suicide, je veux dire, c'est soi-même, oui. On se suicide. Ça fait un peu répétition. Oui, ça fait pléonasme. Mais voilà, on en est là. Donc, à partir du moment où le relativisme religieux et la liberté religieuse est acceptée, la vérité catholique, la vérité chrétienne tombe d'elle-même. C'est d'une logique pure, alors. Et oui. Et si le christianisme est la seule véritable religion, et d'ailleurs, il suffit, mais même, il y a ce que certains appellent le 5e évangile. C'est le linceul de Turin. L'étude épistémologique du linceul montre que le phénomène de la résurrection est avéré, ou au moins la disparition d'un corps selon des principes propres aux évangiles qui racontent tel un reportage, oui. Tel un reportage. Bon, donc c'est la vérité, c'est la vérité absolue, c'est la colonne et le fondement de la vérité des choses. Eh bien, et s'il n'y a qu'un seul réel, il n'y a nécessairement qu'une seule vérité. Les lois de la physique, on va vous expliquer que la chute des corps, c'est les lois de la chute des corps et on n'y revient pas. Bon, très bien. Alors, par contre, du point de vue de la vérité du monde, de l'origine du monde, de l'explication du monde, ah non, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, chacun a sa propre vérité. Non, il n'y a qu'une seule vérité, là-dedans comme dans le reste. Et il ne peut y avoir qu'une seule vérité, de même qu'il n'y a qu'une seule matière. Enfin, c'est un seul réel. En même temps, Saint-Pédis disait le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Et il commence d'ailleurs dans son encyclique par rapport à Pacheli, directement à une critique philosophique, en fait, avant de faire une critique religieuse. Et on voit bien avec François Bergoglio
qu'il y a un côté Emmanuel Kant chez lui, il y a un côté Karl Marx, il y a un côté Martin Luther. Oui. Martin Luther, oui. Oui, voilà. Il y a un beau côté gnose et cabale. Jean-Jacques Rousseau, enfin, oui, on sent bien que... Non, mais c'est la pensée gnostique et kabbaliste qui arrive véritablement dans l'actuel magistère de l'Église, enfin, magistère nominal de l'Église. Nominaliste même. Nominaliste de l'Église, voilà. Très bien, alors après tous ces rappels philosophiques, et en plus on a dressé un petit tableau épuration, mai 68, Vatican II, c'est pas trop mal. On va lancer la seconde question pour se rapprocher un peu plus de notre période. Alors est-ce que vous pouvez nous dresser un schéma des différents locataires de l'Élysée, chronologiquement, donc entre Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand et Chirac? Bien, on pourrait dire qu'il y a une loi politique sous la Ve République, une loi politique non écrite, c'est que tout nouveau président est plus mauvais que le précédent. Oui, ça nous fait regretter le précédent. Ça nous fait, oui, à la limite, ça nous fait regretter le précédent, ce qui est un comble quand même. Alors si, parce qu'effectivement, bon, vous prenez Pompidou. Pompidou, bon, le bon paysan du Cantal, devenu agrégé, administrateur de la banque Rothschild, donc fils d'instituteur qui a réussi, très bien. Et c'est vrai qu'il avait une certaine bonhomie, il avait encore un certain bon sens. Mais un côté ancienne France, comme Jean-Marie Le Pen, quoi. Ancienne France. Mais c'est quand même sous Pompidou qu'on a ouvert les frontières de l'immigration de travail, tout simplement pour peser sur les salaires des Français. Le côté capitaliste. Là. On avait le choix entre mécaniser un peu plus et payer un peu mieux les ouvriers, ou alors faire venir de la main-d'œuvre sous-payée. Ce que d'ailleurs l'Allemagne a fait, elle a opté plus pour l'option rebâtir lentement, mais avec nos nationaux. Et avec nos nationaux. Ce que fait le Japon d'ailleurs aussi. Oui. Et ce qu'on lui reproche énormément. Et oui, il ne se laisse pas envahir, il ne se laisse pas corrompre racialement et ethniquement. C'est un crime. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Scandaleux. Bah oui, à partir du moment où on est dans un régime d'anti-réel, d'anti-civilisation, d'anti-France, d'anti-tout ce que l'on veut. Puis c'est un peu le côté universel juif qui s'oppose à l'universel chrétien. L'universel juif est cosmopolite, l'universel chrétien reconnaît les variables de l'humanité et les peuples définis. Les peuples définis enracinés, oui, bien sûr. Oui, voilà. Comme dirait Attali, entre les peuples sédentaires et les nomades. Voilà, oui. Karl Marx, il parlait de bourgeoisie immobile pour parler de l'aristocratie, et la bourgeoisie, il disait la bourgeoisie mobile. La bourgeoisie mobile, ce qui est en effet une grande différence. Donc Pompidou, de ce côté-là, il a ouvert les vannes de l'immigration. En même temps, c'est sous lui qu'a été signée cette fameuse loi de 73, qui faisait... Loi Rothschild. Oui, qui transformait le prêt à intérêt et tout ça. Le financement de l'État, le plaçait dans les mains des financiers privés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est pieds et poings liés avec toutes les banques. Et qu'aujourd'hui, le service de la dette est plus de 41 milliards d'euros. Quand même pas mal. Quand on nous dit que, c'est une petite parenthèse, mais quand on nous dit qu'on ne peut pas entretenir des lignes de chemin de fer parce que ça coûte 2 milliards pour la mettre à niveau, il faut relativiser les choses. On y reviendra peut-être. Et ensuite, après Pompidou, qui est mort prématurément, on a eu Giscard d'Estaing. Ça a été très éphémère, oui, Pompidou. 5 années. 5 années, il est mort en 4 ou 5 avril 69. Alors après, on a eu Giscard d'Estaing. Alors Giscard d'Estaing, lui, il a eu le mérite de faire équiper la France en téléphone, de continuer le plan de nucléarisation de l'électricité lancé dans le dernier gouvernement Messmer à l'automne 73, enfin l'avant-dernier gouvernement Messmer à l'automne 73, et de maintenir une certaine force militaire à la France. Mais le bien s'arrête là. Mais le bien s'arrête. Mais c'est pour montrer la gradation. Mais à partir de là, alors il a instauré la majorité politique et civile à 18 ans au lieu de 21 ans. Alors, effectivement, en période de guerre, on mobilisait à 18 ou 19 ans. Je ne vois pas pourquoi les gens, puisqu'on est dans un système électif démocrate, on n'aurait pas donné le droit de vote à ceux qui partent au front. Mais ça a permis aussi de diminuer les allocations familiales, les allocations sociales, puisque vers la majorité à 18 ans,
On travaillait plus vite ou on était... Oui, non. Ça permettait de sortir les enfants du cadre familial. Du cadre des allocations sociales et familiales. Et c'est d'autant plus paradoxal que, à notre époque, rares sont ceux qui travaillent à 18 ans. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est tellement reculé. Ça s'est tellement reculé. C'est 18, 20 ans, plus 20, 25 ans que, pour les étudiants, même. Voilà. Alors qu'auparavant, ils commencent à travailler à 14-15 ans. On était même mariés l'année d'après. Alors ensuite, il y a évidemment la fameuse loi Chirac-Veil et Giscard légalisant l'avortement. Alors attention, là encore, il faut bien voir la perversité du système. C'est que, au début, on ne légalise pas l'avortement, on le dépénalise. Oui, il n'était plus interdit. Il n'était plus interdit. Sachant très bien que, progressivement, si vous enlevez une barrière, eh bien vous allez avancer de l'autre côté de la barrière. Et une barrière avait été enlevée sous De Gaulle, puisque c'était la pilule... C'était déjà... Ouais. Sous De Gaulle, il y avait la fameuse pilule Neuwirth, là. Oui, Lucien Neuwirth. Oui. Lucien Neuwirth, oui. Auquel Marion Maréchal avait rendu hommage, oui. Ce qui est assez scandaleux. Bon. Et ça, donc, progressivement, la pilule a dépeuplé, quoi. Bah oui. La pilule a dépeuplé. La pilule a dépeuplé. Ouais, la démographie est de toute manière remplacée par l'immigration, donc tout va bien. Voilà. Bon, alors donc, déjà, sous Giscard, vous avez cette chose-là. Alors, on nous dit qu'il y a eu l'arrêt de l'immigration... Non, l'immigration ne s'est jamais arrêtée. Avec la loi de regroupement familial, elle ne s'est pas arrêtée. Puis il y avait un début de libéralisme très fort avec Giscard. Déjà, et le début du féminisme aussi. Oui. Il était le premier à dire mesdames, messieurs, je crois. Voilà, oui. Français, française, pardon. Voilà. Et ça. Il y a aussi le fait que lorsqu'il a été élu, le jour même, il s'est adressé certes en français aux Français, ce qui est bien le moins, mais il s'est aussi exprimé en anglais. Dans un anglais qu'il aurait mieux fait de réviser avant, d'ailleurs. Un accent très français. Oui. En cela, c'est un précurseur encore de Macron. Et à partir de ce moment-là, on a descendu donc d'un cran par rapport à Pompidou. Alors le prochain cran Alors le prochain cran, c'est Mitterrand. Alors là, avec Mitterrand, il y a eu la catastrophe économique de 1981. Et ça, elle était annoncée. Lorsque vous commencez à tout nationaliser, à augmenter les revenus des gens, des ouvriers, sans avoir les productions nationales qui augmentent en rapport pour satisfaire la demande qui nécessairement allait arriver, et stabiliser. Vous avez inévitablement une catastrophe économique. C'est pour ça qu'à partir de 1983, le gouvernement Moreau a sauté. Et puis qu'on a mis en place, Fabius est arrivé. C'était la catastrophe, il y a eu un renversement, et de politique socialiste, on est passé à une politique déjà libérale, sous Mitterrand. On est passé à une politique d'esprit libéral et international. Avec l'élément étatiste en plus, à la limite, oui, au moins affiché. Quoi. Mais au moins affiché, mais pour le reste, par contre, sous Mitterrand, on a favorisé l'immigration. On a dit que les immigrés étaient en France chez eux. Mitterrand a continué à faciliter les lois sur l'avortement, sur la libération des mœurs. Oui, sous lui, c'est aussi l'élément nouveau, c'est l'antiracisme LICRA. Il y avait l'antiracisme, il y a la marche des beurs, il y a toutes ces choses-là. Voilà, oui, toutes ces choses-là, oui. Il y a toutes ces choses-là qui se passent sous... Suscitées par des marxistes, souvent juifs aussi. Oui, évidemment, Julien Drey et compagnie. Voilà, oui. Voilà. Donc, Mitterrand accélère encore le mouvement. Alors, l'intermède Chirac 86-88, c'est un intermède qui n'a rien freiné. Si, il a simplement fait une chose. La loi électorale proportionnelle instaurée par Mitterrand a été la seule mesure décidée immédiatement et appliquée par le gouvernement de cohabitation de Chirac. De Sieur Pasqua mettre en la matière afin un charcutage électoral extraordinaire pour permettre d'assurer la majorité, non seulement aux partis de droite, mais surtout aux partis régimistes. Et puis pour éliminer surtout le Front National, qui à l'époque représentait l'opposition, disons, hors régime. Donc,
les 14 ans de Mitterrand ont constitué un abaissement de la France. Niveau industriel, économique, agriculture et autres. Et d'ailleurs, il y a eu un décrochement extrêmement important du franc par rapport au Deutschmark. Et Mitterrand a eu l'idée, en 1990-91, après la réunification allemande, de vouloir enchaîner l'Allemagne en créant la monnaie unique. Mais vous ne pouvez pas enchaîner quelqu'un qui est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas enchaîner. Et donnant, lorsque l'euro a été créé, finalement c'est un Deutschmark. Un Deutschmark qui a été créé, et puis le franc rattaché au Deutschmark. D'ailleurs, en gros, l'euro c'est quasiment 2 Deutschmark, puis le franc c'est 6,55, et ainsi de suite. Ce qui veut bien dire les choses. Si ça avait été vraiment l'euro avait été 1 franc, ça aurait été 6 francs, 5 francs, 4 francs, ça aurait été quelque chose d'à peu près net. C'est ce qui fait dire à François Asselineau que l'Union Européenne c'est le 4e Reich, parce que les Allemands auront la dominante. Mais c'est issu après de principes assez gallicans et jacobins. Oui, et de toute façon, l'Allemagne, si elle occupe une place importante, c'est tout simplement parce que les Allemands ont su organiser leur économie, ont su maintenir un tissu industriel, le Mittelstand, c'est-à-dire de petites et moyennes entreprises, qui est un vivier vivant. En France, on avait essentiellement des grosses entreprises, mais seulement on n'a pas su créer la petite et moyenne entreprise. On a eu des taxes à n'en plus finir, des réglementations à n'en plus finir, qui dégoûtent tout esprit d'entreprise. Et ça, alors là, c'est d'un régime à l'autre, ça ne change pas. Alors, en 1995, alors les gens ont pensé, en élisant Chirac, avec le fameux appel de Cochin, qui était un appel à connotation nationaliste, beaucoup de gens se sont dit, ça y est, la France va être de retour, les 14 années de Mitterrand, c'est fini, on met d'ordre. Et d'ailleurs, là, juste avant la fin de Mitterrand, c'est un peu comme De Gaulle à propos de la coterie juive. Vous savez. Oui, effectivement, il est assez intéressant de voir que de nombreux chefs d'État ou chefs de gouvernement, lorsqu'ils arrivent en fin de vie politique, se retrouvent à dire des choses qu'ils n'auraient jamais osé dire auparavant. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc c'est à ce moment-là que, lorsque Mitterrand s'est retrouvé face à El Kabbach, qu'il avait posé des questions pour obliger la France à reconnaître sa culpabilité dans la déportation, dans la Shoah et tout le reste. Par rapport au Vélodrome d'hiver et tout ça. Mitterrand lui avait répondu, mais vous voulez que je me convertisse? Ou encore, oui, il disait ceux qui nous forcent à le reconnaître ne savent pas de ce que c'est que la fierté et la grandeur des Français. Il y avait un petit fond culturel d'ailleurs chez lui qui n'était pas trop mal. L'ancien récipiendaire de la Francisque se réveillait en lui peut-être. Oui, c'est vrai que oui. Dans les années 40, il était... Oui, il avait quand même été un des 2000 et quelques décorés de la Francisque par le maréchal Pétain. Ce qui n'est pas rien. Il manifestait dans l'Action française et s'opposait d'ailleurs à ce qu'il appelait les métèques en pleine manifestation. Je me souviens à l'époque, il y avait des éléments que les gauchistes avaient ressortis, assez dissidents. Non, mais le parcours de Mitterrand, de ce point de vue-là, est remarquable. Je pense que s'il doit succéder à quelqu'un, c'est à Talleyrand. Dans quel sens? Dans le fait de changer à travers les régimes, de survivre à tous les régimes. Voilà. Cela dit, Mitterrand est comme Talleyrand. Il y a un fil conducteur à leur façon d'agir. Talleyrand a toujours eu un fil conducteur, c'est-à-dire qu'il voulait un équilibre européen. Il ne voulait pas que la France ou aucun autre État ne domine plus l'un que l'autre, une partie de l'Europe. Ça a été la ligne de conduite de Talleyrand. Mitterrand, sa ligne de conduite depuis les années 1943-44, ça a été de détruire le communisme et détruire le gaullisme. Il avait dit à différentes personnes. Il voulait faire un socialisme démocratique, c'est ça? Il voulait détruire le communisme, il y a réussi. Il voulait détruire le gaullisme. C'est quand même pas trop mal débrouillé. Même si aujourd'hui De Gaulle est revendiqué par beaucoup de gens, pas par nous, mais revendiqué par beaucoup de gens. Il y a des restes sans qu'il y ait de fanatiques spécialement. Il faut reconnaître que chez ces gens-là, malgré toute leur circonvolution, leur côté byzantin, florentin, puisqu'on l'appelait florentin, Mitterrand, ce sont des gens qui ont toujours eu une ligne politique constante, mais qui n'était peut-être pas celle qui était la plus visible.
et qui, à côté, provoquait comme on dit aujourd'hui, des dégâts collatéraux extrêmement importants. Et donc, après Mitterrand, qui avait refusé de reconnaître la culpabilité de la France dans les déportations, dans toutes ces choses-là, on a eu Chirac. Chirac qui, lui, s'est empressé très vite de reconnaître. Oui, par rapport au Veldiv. Par rapport au Veldiv. Donc, un abaissement progressif de la France sur le chemin de la repentance. Bon, sous Chirac, il y a eu le meilleur d'entre nous, comme il disait. C'est tout un programme, le fameux Alain Juppé, qui est une catastrophe ambulante, politiquement, parce qu'à chaque fois qu'il a touché à quelque chose, il a fait des catastrophes, ce brave homme. S'il avait un peu plus de jugeote, la grève des cheminots de 95 n'aurait sûrement pas eu lieu de la façon dont elle s'est passée. Je rappelle que les chemins de fer ont été bloqués pendant plus d'un mois, un mois et demi, avec le soutien de la plupart des Français qui refusaient la mise en cause des lois sociales. Mais aujourd'hui, on va en reparler, ça revient avec Macron, mais d'une autre manière, plus intelligente. Et ensuite, Juppé a eu la riche idée de dissoudre l'Assemblée nationale en 1997, pensant qu'il allait obtenir une majorité plus importante. Comme quoi, ce sont les socialistes qui sont arrivés pour 5 ans de pouvoir avec Jospin. Lorsqu'il s'est retrouvé ministre des Affaires étrangères dans un gouvernement de cohabitation avec Balladur, comme il s'était retrouvé, non, c'était auparavant, déjà en 93, gouvernement de cohabitation avec Balladur et Mitterrand, en 93, il avait eu la riche idée sur les conseils de Villepin d'appeler les Américains à la rescousse en Bosnie. Ils n'en sont pas partis. Non, mais un personnage très bien. Alors, c'est presque que justice que la dernière élection présidentielle, il ait fait fiasco. C'est au moins préserver la France d'un certain nombre de choses. Il faut aussi rappeler que dernière action de Juppé en tant que ministre des Affaires étrangères, il a cautionné l'agression en Libye. Oui. Riche idée, l'agression en Libye, c'est une très riche idée, dans la mesure où on a semé le chaos en Libye et à partir de là, on a déstabilisé toute la bande sahélienne, qui fait qu'aujourd'hui, on a l'armée française qui est là-bas et nos soldats qui se font tuer, je dirais pas pour le roi de Prusse, mais pour le mondialisme. Oui, c'est pas la même chose. Avec Chirac, on peut aussi venir à ce changement considérable qui est le quinquennat par rapport au septennat. Alors, Que ce soit déjà assez court-termiste. Même si ça soit assez court-termiste. Mais ça permet de faire un certain nombre de choses, et ça permet en même temps, c'était l'économie institutionnelle de 58, déjà cassée par l'élection présidentielle au suffrage universel en 62, mais c'était l'économie du régime de dissocier le rythme parlementaire du rythme présidentiel, puisque les élections parlementaires c'est tous les 5 ans, les élections présidentielles c'était tous les 7 ans. Là, on a créé un régime présidentiel puisque finalement l'Assemblée concorde avec le président. Alors, vous me direz, il peut y avoir, ça peut théoriquement arriver, un président, disons, de droite élu et 2 mois après, une Assemblée de gauche. Ça peut toujours arriver, il y a toujours des choses. Mais apparemment, ça me paraît assez illogique dans la mesure où les gens qui vont avoir élu pour un président vont lui donner une majorité dans la foulée. C'est ce qu'on a vu avec Macron. On avait dit il n'aura pas de majorité. Ben si, il a eu une majorité. Alors que deviendra cette majorité ultérieurement, ça c'est autre chose. Mais Chirac a cassé de ce point de vue-là les institutions françaises. Et Chirac, de même que Mitterrand l'avait fait auparavant, a accentué la soumission de la France à Bruxelles. Progressivement, la souveraineté française disparaît. Avec l'institution de l'euro, la France a perdu sa souveraineté monétaire, a perdu sa souveraineté financière, qu'elle avait déjà commencé à perdre avec la loi de 73. Donc progressivement, de régime en régime, la France connaît un abaissement successif et progressif.
Dans le même temps, l'immigration n'a absolument pas été enrayée. Oui, malgré ses sorties où il disait le bruit et les odeurs. Oui, les bruits et les odeurs, mais ça c'était... Et Mamadou qui joue du tam-tam à 23h. Voilà. Enfin, je caricature un peu. Oui, mais ça c'était dans les années 80. Oui. Depuis, il avait fait du chemin, si on peut dire. Ça avait changé. Voilà. Alors après, nous avons l'élection de Sarkozy. Bon, sur Hollande, oui, j'ai fait un lapsus révélateur. C'est vrai qu'avec le comique de Chirac, il y avait un peu un côté pré-Hollande. On sait qu'à la Pan-Europe, il avait tenu un discours où dans les dates importantes de l'Europe, Mitterrand, lui, avait eu le génie de dire 496, le baptême de Clovis. Et Chirac, en hésitant et en regardant sa bière, il a dit 1664. Voilà, là, le fond culturel était totalement mort. Il y avait un côté comique aussi de supporter de football. Il se comportait comme un ouvrier avec les femmes aussi. Il suffisait qu'il y en ait une qui passe et tout ça. Enfin, il y a un côté très primaire et très populaire. Oui, très populaire. Oui. Enfin, très populaire dans le côté beauf. La seule chose, c'est qu'il savait très bien taper le cul des vaches au sein de l'agriculture. Par vache, vous entendez le bovin. D'accord. Oui, donc on en vient à la troisième question, peut-être. Donc, que dire de plus après la récente période des mandats de Sarkozy et de Hollande? La France a continué à descendre. Alors, Sarkozy, c'est un excité. C'est un excité. L'acteur américain, on disait au début. Oui. C'est un personnage excité qui a lancé une sorte a continué finalement de la libéralisation de l'économie, c'est-à-dire vider l'économie française un peu plus de sa substance. Il a continué le développement des lois sur l'antiracisme, parce qu'à chaque président, à chaque fois, on aggrave les conditions. La discrimination positive a été introduite par lui, après qu'elle était inspirée par les États-Unis. Après qu'elle était inspirée d'Obama et tout voilà. Ça. Donc, Sarkozy a été calamiteux du point de vue international pour l'affaire de Libye, dont j'ai parlé tout à l'heure. Économiquement, il n'a rien dressé du tout. C'est un personnage éminemment calamiteux. Alors, évidemment, certains diront qu'il n'a pas été aidé par la crise financière et boursière de 2008. Mais aucun de ces présidents n'a été capable de mettre en place une politique industrielle, une politique de formation de main-d'œuvre qui permette de redonner à la France un savoir-faire, les moyens de recréer une industrie. Ils n'ont absolument rien fait. Ce sont des gesticulateurs, ce sont des gens qui ont passé leur temps chaque année à aller faire un beau discours au CRIF pour faire allégeance au judaïsme politique. Lorsque Pierre Sidos demandait la séparation de la synagogue et de l'État, eh bien, je crois que c'était encore plus facile à faire il y a un demi-siècle que maintenant. Voilà, avec Sarkozy, c'était même l'union des deux, limite. C'était quasiment l'union des deux. On peut revenir à ses origines familiales. Ses origines familiales, oui, par sa mère. Le juif salonique. Oui. Mais bon, et alors avec Hollande, alors là... peut-être avec Sarkozy, on pourrait continuer aussi, remarque, vous avez touché un mot sur la géopolitique pro-israélienne. Parce qu'à la limite, même avant, je ne crois pas que Chirac ait vraiment montré une défaveur vis-à-vis du monde arabe. À titre géopolitique, je veux dire, avec Sarkozy, c'était vraiment pro-israélien. C'était vrai. Avec son projet d'alliance méditerranéenne, oui, c'était effectivement pour... Mais bon, actuellement, le projet est assez morné. Mais effectivement, c'était favoriser Puis de toute manière, la déstabilisation de la Libye, c'était aussi permettre à Israël de pouvoir s'étendre un peu plus facilement. De toute façon, toute la déstabilisation du Proche-Orient, on la trouve inscrite dans un plan connu aujourd'hui, le plan Yinon, qui développe... et dont on avait traité le sujet et dont nous avions traité déjà. Le messianisme aussi, on a fait quelques sujets du genre, qui réussissent bien d'ailleurs. Et donc après, Hollande. Alors Hollande, on pourrait presque dire que c'est une caricature de président. Là, le côté comique a culminé, oui, c'est vrai. Voilà. Le côté il est allé au Japon, il a dit les Chinois ou l'inverse. Oui, il a commis un certain nombre d'erreurs. En plus, sa vie personnelle qui interférait dans la vie politique. Bon,
ça ne faisait pas sérieux pour la fonction présidentielle. Ça faisait feuilleton plus belle la vie. Plus belle la vie, oui. Ou potin mondain. Oui. Et du point de vue politique, eh bien, là encore, on a eu une aggravation des lois mémorielles, des lois sur le racisme, sur toutes ces formes, avec la dénommée Taubira qui a occupé le poste de garde des Sceaux de la justice. Oui. Économiquement, le pays ne s'en est pas redressé. Intellectuellement, spirituellement, la France continue à s'abaisser. Progressivement, on donne, disons, une sorte de passe-droit à l'islam en France, qui est quand même quelque chose de minoritaire. L'instauration par Sarkozy du Conseil musulman en France, c'est quand même l'institutionnalisation de l'islamisation de la France. De l'islamisation de la France. Manuel Valls, sous Hollande, a parfaitement continué d'ailleurs. Que Manuel Valls a continué. Donc il y a une continuité, mais à chaque fois, on descend d'un cran dans la destruction de la France. Le laxisme aussi, il fait penser à l'affaire Théo, ce qu'on a appelé l'affaire Théo, où une racaille de banlieue suite à une interpellation de la police. Je veux dire, le régime ne fait même plus confiance au rapport de police qui a été fait par la suite. Le président est allé sur le lit d'hôpital. Sur le lit d'hôpital, voilà. Mais à partir du moment où vous avez le chef de l'État qui se déplace pour un simple fait divers, à ce moment-là, il perd de sa crédibilité. Un chef d'État n'intervient, ne se déplace que pour des faits essentiels, des faits engageant l'État, engageant l'avenir du pays dont il a la charge. Il délègue toutes les fonctions liées à des faits secondaires ou des faits divers à ses subordonnés. S'il y a une catastrophe naturelle ou autre, eh bien c'est un ministre qui y va, ce n'est pas le chef d'État qui se déplace. Le chef de l'État doit garder une certaine hauteur, une certaine distance. Si, non pas qu'il doit être loin des gens, qu'il doit mépriser les gens, qu'il ne doit pas avoir un contact charnel avec les gens, mais il doit préserver sa fonction des turpitudes du quotidien. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu ce qu'a essayé de faire Macron au début. Là, nous avons affaire à un personnage, je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais... Oui, on y passera. De toute manière, on a fait un peu le tour. Le seul thème que je voulais ajouter, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette alternative droite-gauche éternelle aussi? Parce que quand on voit Giscard Mitterrand, Hollande, Sarkozy, on a l'impression qu'il y a un peu viré l'un pour choisir l'autre bord, mais au final, c'est la même ligne directrice qui continue. Il y a une uniformisation des partis régimistes droite-gauche. Ce sont quasiment les mêmes politiques qui se mettent en place. À une variante près, il va prendre une loi, disons, d'apparence plus sociale, l'autre une loi d'apparence plus libérale. Mais finalement, au fond des choses, c'est toujours la même politique de soumission au mondialisme, d'ouverture de la France au cosmopolitisme, à l'invasion qui se poursuit, et en même temps, la politique de perte de souveraineté nationale, quels que soient les uns ou les autres. La droite a tendance à conserver les avancées de la gauche, en fait. Ça fait un peu... Il y a un petit jeu de balle. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que la droite a tendance à freiner la glissade, mais elle ne l'arrête pas. Oui, Alors au lieu que ce soit, je vais dire, à 30 à l'heure, ça va être à 25 à l'heure. Mais de toute façon, la glissade continue. C'est un peu comme un enfant qui prend un toboggan, mais qui se retient un peu, quoi. Qui se retient un petit peu, voilà. Il faut bien voir qu'un État, démocratique comme on a actuellement, ce n'est pas l'alternance politique qui compte. En gros, ça c'est l'écume. Ce qu'il faut voir, c'est le magistère politique qui inspire la politique générale de l'État. Et le magistère politique en France, sous la Troisième République, ça a été la maçonnerie. Même déjà depuis 1789, sous des formes diverses, ça a été la maçonnerie. Structurellement, c'est elle. Structurellement, c'est elle. Idéologiquement, il y a le libéralisme aussi. Et elle recrute aussi bien à droite qu'à gauche. Oui. Donc vous avez cette fraternelle droite-gauche qui fait que, quel que soit le parti qui arrive au pouvoir, au lieu d'avoir du rose, on va avoir du bleu clair, mais c'est à peu près la même chose. Le fond de la politique ne changera pas.
Et on s'en rend bien compte. Partout, sauf justement à la période de l'État français, c'est toujours une politique anticatholique, une politique antinationale, antinaturelle, qui se met en place progressivement. Donc c'est ce qu'il faut considérer. De même qu'aux États-Unis, c'est l'État profond, la finance judéo-protestante de Wall Street, les cercles de pensée mondialistes du genre Roundtable ou autres, qui sont la base de la politique américaine. Aujourd'hui, vous avez Trump qui leur a échappé un petit peu, mais qui, malgré tout, progressivement, est cadré. Dans un régime politique démocratique, ce ne sont pas nécessairement les acteurs visibles qui comptent, ce sont ceux qui les inspirent, ce sont ceux qui tiennent les rênes du pouvoir et qui savent construire leur réseau. Il ne faut pas se tromper de cible, si on peut dire. Et il faudrait remettre en question aussi ce système électoral démocratique qui empêche les politiques de long terme et qui coûte immensément d'énergie, d'argent aussi. Le système électoral n'a de valeur que par rapport à la compétence de ceux qui ont le droit de vote. Alors que vous ayez un droit de vote dans une commune de 200 ou 300 habitants, ou même 1000 habitants, si on veut être large, ça peut très bien se comprendre, dans la mesure où les personnes sont à même de connaître les problèmes qui les intéressent et de pouvoir les juger. Et qui sont quotidiens. À l'échelle d'une commune et d'une corporation, ça n'a rien à voir. La démocratie organique peut exister ici. La démocratie organique peut exister à partir du moment où les gens ont ce que l'on pourrait dire une compétence. C'est l'expression du nationalisme portugais, d'ailleurs. Il disait la démocratie organique. La démocratie organique, oui. Aujourd'hui, on a une démocratie inorganique. Électorale. Mais le régime tel qu'il existe aujourd'hui, c'est tout simplement un moyen d'obtenir une sorte de plébiscite pour cet état profond, ce magistère politique qui tient le pays d'une manière ou d'une autre. Oui, un homme a un vote, mais cependant, il y a l'influence de la télévision et tout ça. Oui. À partir de la maîtrise des médias, on arrive à formater les cerveaux, à canaliser les informations, il y a tout. Et à canaliser les intelligences de telle manière qu'elles votent massivement dans telle ou telle direction. Alors, cela fonctionne, mais on peut formater les intelligences, on peut les canaliser, mais à condition qu'elles-mêmes, préalablement, soient consentantes à être canalisées. Parce que, prenez le cas du référendum sur l'Europe de 2005. Il y a eu un matraquage médiatique, un bourrage de crâne extraordinaire, en disant que ceux qui votaient contre l'Europe, c'était en gros les crétins, c'était les imbéciles, c'était tout ce que l'on voulait. Vous avez eu le banc et l'arrière-ban de toute la pseudo-intelligentsia républicaine qui est venue à la télévision, à la radio, dans les journaux pour expliquer ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire voter en faveur du projet giscardien de constitution européenne. Rien n'y a fait, le projet a été rejeté. Bon, il a été rejeté quand même une relativement faible majorité, 54-55%, mais il a été rejeté parce qu'il y avait au fond des gens un ressentiment contre cette chose. Mais globalement, effectivement, le système médiatique arrive à formater les intelligences et surtout, avec le temps, à engager des lignes de fond de politique qui font que les cerveaux sont endormis ou alors sclérosés. Par exemple, il est extrêmement simple. Si vous voulez discréditer quelqu'un, vous lui dites « Ah, attention, c'est un fasciste, attention, c'est un nazi ». Réflexe pavlovien aussitôt « Ah, fasciste, nazi ». Guerre 1940, 45, Hitler, les camps de concentration, la Shoah, oh là là, des gens méchants, on ne discute pas avec eux, on ne veut surtout pas les voir. Mais ça fonctionne de cette manière-là. Mais sur d'autres problèmes à plus court terme, qui sont liés à un ressenti de la population par rapport à leur vie, là, vous pouvez avoir des fluctuations comme ce fameux traité sur l'Europe, rejeté le 29 mai 2005. C'était proposé par Sarkozy, on avait oublié un détail important. Voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'établissement politique, l'État profond, français et mondialiste, ne renonce pas. Parce que dès le mois de juin
était paru dans les journaux à propos de Sarkozy en disant « Oh, de toute façon, il pensait se présenter, et on voyait très bien dire que c'était Sarkozy qui avait l'aval du magistère politique. » Il disait en 2007, lorsque je serai élu, on fera passer ce traité que les gens ont rejeté, mais on le fera passer par les députés, ça sera beaucoup plus facile, effectivement. Et qui sont représentants du peuple, entre guillemets. Représentants du peuple. Mais donc, seulement ce sont des godillots qui sont intéressés par leur place. Donc, mais ça, c'est dans tous les régimes. Et effectivement, en 2007, une des premières actions politiques de Sarkozy, ça a été d'instaurer en gros un mini-traité européen qui reprenait en fait 95% du traité rejeté par les Français et par les Néerlandais en 2005. Donc il ne renoncent pas, il passe d'une manière ou d'une autre. Mais effectivement, le vote aujourd'hui, on nous dit aujourd'hui les gens sont pour le régime ou autre. Non. Demain il y a un effondrement, une cassure, c'est un autre pouvoir totalement opposé à celui qui est en place aujourd'hui. Ils auront tendance à le suivre, oui. Vous aurez facilement au début au moins 70-80% des gens qui vont l'approuver, pour une simple raison, parce qu'il aura peut-être rétabli l'ordre et la sécurité publique, pour commencer. Et puis si vous donnez à manger au peuple, si vous donnez à manger aux gens, vous installez votre régime pour longtemps. Aujourd'hui, pourquoi le régime ne tombe pas? C'est parce que les gens ont encore suffisamment à manger pour ne pas se révolter. Même si progressivement les taxes et les taxes et les taxes... Le quotidien se dégrade. Oui, on entame le quotidien et le niveau de vie des Français. Oui. J'avais lu dans une revue américaine d'ailleurs, dans 1999, qui disait il faut que, dans le cadre de la mondialisation, le niveau de vie des Européens baisse de 30%. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, on y arrive. Donc ce sont des plans à très long terme. Et toutes les cultes politiques que l'on peut voir aujourd'hui, c'est en gros, c'est un écran, c'est une scène pour détourner l'attention des gens des vrais problèmes. Ça, il faut en être conscient, il ne faut pas être dupe. Je le dis aujourd'hui, bon, je pense que les personnes qui vont nous écouter pensent comme nous, mais il faut le diffuser et le faire comprendre à de nouvelles personnes. À de nouvelles personnes. Parce que si nous voulons gagner le combat politique, il faut d'abord le gagner dans les esprits, le gagner dans les âmes. Oui, comme on disait, avec une révolution, la corrélation du haut et du bas, autrement, voilà. C'est important aussi. Et les révolutions viennent quand le pouvoir ne peut plus et quand le peuple ne veut plus. L'articulation des deux. Ça, c'est pas, je ne l'invente pas, c'est Lénine qui avait dit ça. Et donc pour finir, nous allons terminer avec l'actuel Emmanuel Macron. Que dénoncer sur ce qui a été déjà fait sous son mandat présidentiel? Alors Emmanuel Macron, c'est le personnage politique, c'est le montage politique vraiment le mieux fait depuis longtemps. Parce que qui aurait dit il y a 2-3 ans, sauf Jacques Attali qui avait prédit l'élection d'Emmanuel Macron, que Macron, qui était un obscur haut fonctionnaire, certes qui avait été administrateur de la banque Rothschild, mais qui était un haut fonctionnaire, qui s'était retrouvé secrétaire général adjoint de l'Élysée, deviendrait l'occupant même, le patron de l'Élysée, 3 ans plus tard. Et Jacques Attali nous a prédit qu'après lui, ça serait une femme. Exactement, pour 2022. Oui. Pour 2022. Alors, bon. Enfin, Marion Maréchal. Peut-être Marion, bah oui. Marion Maréchal Le Pen, elle a déjà été faire son discours devant les sionistes américains. C'est peut-être un bon point de départ. Sait-on jamais. Sait-on jamais comme ça, nous aurions une pseudo-révolution nationale en France, contrôlée et une nouvelle impasse. Formidable, la mystification serait parfaite. Mais pour en revenir donc à Macron, personnage intelligent, sans nul doute, mais qui a bien été mis en place progressivement. Il s'est retrouvé secrétaire général adjoint de l'Élysée, remplaçant à ce poste Jacques Pérol, qui était lui-même administrateur de la banque Rothschild. On se passe le poste de confrère en confrère, et qui s'est retrouvé après ministre de l'économie, et qui, d'un seul coup, en 2016,
abandonne le pouvoir, le ministère de l'économie, pour aller voguer de ses propres ailes. Et pour se lancer dans une campagne dont quasiment personne, sur laquelle quasiment personne n'aurait parié un centime à l'époque. Et vous voyez toute la campagne électorale, on vous lance un Juppé qui est écrasé par un Fillon d'une manière assez extraordinaire. Tout le monde voyait Fillon élu président de la République et Fillon assassiné médiatiquement. Et juste avant, c'était Strauss-Kahn face à Hollande. Et c'était Strauss-Kahn face à Hollande. Dans un cas différent. Alors, c'est encore autre chose. Mais là, il y avait le fait que Strauss-Kahn avait demandé des précisions sur l'état des stocks d'or au Fonds monétaire international et, à mon avis, il avait été indiscret. Il avait été indiscret, il avait posé trop de questions sur la question. À mon avis, il fallait se débarrasser de ce personnage un petit peu trop honnête, finalement, encore pour la place qu'il occupait. Et donc, on a éliminé Fillon. Donc on a cassé, enfin on l'a éliminé, non, on l'a cassé politiquement. De l'autre côté, les socialistes, ça a été une véritable caricature de candidature, si l'on peut dire, avec Benoît Hamon. Éric Mélenchon, on pouvait être sûr, quoique on pouvait être quasiment sûr que Mélenchon ne serait pas élu. Quoique ici s'était retrouvé face à Le Pen, c'était lui qui passait. Oui, évidemment. Oui. Et surtout vu la qualité de ces débats. Bien sûr. Et on a poussé Marine Le Pen. On a poussé Marine Le Pen, sachant très bien que, vu tout le repoussoir médiatique, c'est assez intelligent d'ailleurs. D'un côté, on la poussait médiatiquement, et de l'autre côté, on la matraquait pour l'empêcher d'avancer de trop. Et en plus, donc, c'est un moyen de la faire monter pour la faire retrouver face à ce candidat Macron qui faisait l'unanimité des médias. À l'époque, il faisait la une de tous les journaux. On en parlait partout. Il a été presque élu au premier tour, on pourrait dire d'ailleurs, avec le pourcentage. Et alors, bon, effectivement, le débat du second tour avec Marine Le Pen a été désastreux. A été désastreux, pourtant, il y avait de quoi mettre Macron en difficulté. Mais bon, on va pas revenir sur cette affaire. Toujours est-il que Macron est là pour faire passer toutes les lois que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire passer et qui doivent faire entrer la France dans le système mondialiste de plein pied. C'est-à-dire la suppression de nos lois sociales protectrices, progressivement. Bon, ça ne se fait pas en un jour. L'ouverture un peu plus importante de notre économie. C'est le libéralisme à outrance, d'ailleurs. Le libéralisme à outrance. La destruction progressive de notre économie. La privatisation de pans entiers de ce qui reste de notre économie avec des parts de l'État. Et, pour le moment, il est en train de bien réussir. Parce que, tout simplement, à la différence de ses prédécesseurs, il prend les problèmes les uns derrière les autres, un petit peu comme l'histoire des Horaces contre les Curiaces. Vous connaissez l'histoire, les 3 Curiaces contre 2 Horaces qui représentaient Rome, et les Curiaces représentaient Albe. Les 2 premiers Horaces sont tués, et le 3e s'enfuit. Les autres lui courent après, ils se séparent les uns les autres, ils en tuent un séparément, et puis le 2e séparément, et puis le 3e séparément. Du coup, à la fin, il n'y en a plus numériquement. Et à la fin, il est vainqueur. Il est vainqueur. Eh bien, Macron procède de cette manière-là. Il prend les problèmes les uns derrière les autres, en les séparant. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire passer son code du travail, tout simplement. Il a fait une réforme partielle qui ne pouvait pas trop gêner les gens. Là, actuellement, il est en train de s'attaquer à la SNCF. Par petites touches, en fait. Par petites touches. Il procède encore par petites touches. La réforme de Juppé en 1995 prenait à bras le corps, on supprimait le statut, on supprimait les droits des cheminots. Non, là, on y va intelligemment. On ne touche pas aux droits des cheminots existants actuellement, mais on y touche pour l'avenir. Pour la privatisation, non, on ne privatise pas, mais on va créer
une société de droit privé qui va progressivement permettre une sorte de privatisation. Mais là, il ne fait qu'obéir aux injonctions de Bruxelles qui obligent la France à libéraliser ses transports ferroviaires à partir du 1er janvier 2019. Donc à l'Union européenne tenue par Merkel. Voilà. Mais ça, c'est les paquets, si on peut dire, les paquets de libéralisation du chemin de fer, ça a plus de 20 ans. Mais ça va progressivement. Et on voit l'intelligence avec laquelle il procède. Bientôt, on va privatiser, on va vendre des parts de l'État dans les sociétés publiques françaises. C'est ce qu'a annoncé le maire. Et progressivement, mais on prend les problèmes les uns derrière les autres de manière séparée. Comme ça, on essaye d'éviter une coagulation des mécontentements. Et c'est comme ça que progressivement, on avance. Alors en plus, Macron actuellement est servi par une conjoncture internationale qui, par rapport à ce qu'il y a eu ces dernières années, quand même, je ne dirais pas excellente, mais quand même meilleure, une certaine embellie économique. Donc il peut avancer. Il peut avancer. Il peut avancer de cette manière-là. Mais c'est quelqu'un qui est bien conseillé par des personnes comme Attali, par exemple, qui d'ailleurs ont conseillé, il faut le rappeler, la continuation de l'État profond et peut être représentée par quelqu'un comme Attali, qui a été conseiller de Mitterrand, après a été conseiller de Chirac, a été conseiller de Sarkozy, puisque c'est lui qui a fait le rapport sur les 300 propositions pour rénover la France, conseiller de Hollande et qui maintenant est conseiller de Macron. L'opposition parlementaire droite-gauche est assez fictive quand on voit cet élément-là. Voilà. Il est emblématique de tout un courant souterrain de ce fameux magistère politique qui tient la France. Que d'autres appellent État profond. État profond, voilà. Et auquel, par exemple, Trump est confronté aux États-Unis. Vous avez donc cet État profond qui est important. État profond d'ailleurs que si on faisait une étude sur la Révolution française, on se rendrait compte que cet État profond a traversé la Révolution française. Les grandes tendances qui étaient lancées dans les années 1770-1780, on les retrouve aboutir sous le Premier Empire. Et ainsi de suite. La finance au-dessus des États. Oui, et puis même pour la réforme administrative, pour un tas de choses, vous avez des tendances de fond qui viennent. Vous prenez la réforme de la SNCF, là, aujourd'hui, bon, le rapport Spinetta, il vous présente les choses en vous disant il faut supprimer 9000 km de lignes, il faut faire ci, il faut faire ça. Dans les années 60, il y avait déjà des hauts fonctionnaires qui voulaient réduire le réseau français à ce qu'on appelle l'étoile de Legrand, c'est-à-dire le réseau décidé sous Louis-Philippe en 1842, c'est-à-dire 10-12 000 km, et limiter le trafic aux zones de banlieue de la région parisienne et éventuellement de quelques grandes villes, Lyon, Marseille. Bon. Eh bien, en 1978, l'affaire a été relancée par ce qu'on appelle le plan Guillaume. Alors lui, c'était carré. Il restait plus que 9000 km de lignes en France. Ça avait fait un tollé général. La crise pétrolière étant arrivée, les socialistes étant arrivés au pouvoir, l'affaire avait été calmée. Sans compter que le réseau ferré français a quand même perdu entre 1966-67 et 2018, a perdu à peu près 12 000 km de lignes voyageurs. Alors quand on a dit aujourd'hui fermer les petites lignes, ben c'est déjà les grandes lignes des petites lignes qui subsistent. Et on retrouve cet état profond qui dit qu'il faut supprimer les chemins de fer au profit de la route. Vous voyez, vous avez cette tendance dans les grands corps de l'État et autres. Et actuellement, les politiques n'arrivent pas à s'imposer. Ça devient le modèle individualiste américain d'ailleurs, où chaque famille a sa voiture, et finalement tout ce qui est transport en commun et tout ça passe au second relais, quoi. Là où les communistes auraient peut-être tendance à favoriser l'autre d'ailleurs. Auraient tendance à favoriser l'autre. Bah, d'ailleurs, là, le seul moment où on a rouvert les lignes, c'est en 81, quand Fitterman a été ministre des Transports, ministre communiste. On a rouvert 4 lignes. Mais autrement, non. Vous avez, là encore, une illustration de cet état profond. Cet état profond qui est matérialisé par le fait, en plus, d'un point de vue politique, d'un point de vue administratif, d'un point de vue d'organisation de l'État, mais aussi d'un point de vue spirituel, puisque tous les ans, depuis plus d'une vingtaine d'années, tous les présidents de la République, tous les ans, participent au dîner du CRIF.
L'État profond, là. Ça, c'est et aussi au Grand Orient, souvent, avant les élections présidentielles. Ils participent aussi, oui. Hollande l'avait fait. Oui, bah, ils participent tous à un grand oral devant les loges, oui, pour savoir s'ils sont compatibles. Voilà. Bon. Et tous les ans, vous avez quand même ce fameux dîner du CRIF, mais ça devient caricatural. À chaque fois, c'est nous allons lutter contre l'antisémitisme, nous allons ci, nous allons ça, nous n'en faisons pas assez, mais culpa. Et là, il va encore y avoir des lois qui vont sortir pour aggraver les sanctions contre l'antiracisme, l'antisémitisme. Contre les goïms. Oui, contre les goïms. Et vous avez le président du CRIF qui à chaque fois dit mais vous n'en faites pas assez. Jusqu'où ça doit aller. Voilà, non mais là ça devient caricatural. Quand il dénonce l'antisémitisme, ça ne fait que masquer l'anti-gentilisme. Les gentils, c'est comme ça qu'on appelle les non-juifs. En fait, il y a un double aspect. Cette blague de Desproges disant, c'est presque pas qu'une blague, on se dit, Dieu a séparé l'humanité en deux catégories. Il y a d'un côté les juifs et d'un côté les non-juifs. Les non-juifs. Et aujourd'hui, d'un point de vue politique, la césure politique en France ne passe pas par la droite ou par la gauche ou autre, non. Elle passe entre ceux qui dénoncent le magistère du judaïsme politique et de la maçonnerie sur la France, et ceux qui s'en accommodent, ou ceux qui ne veulent pas en parler en pensant jouer plus finement que les autres. Je veux parler de nos amis de mouvements comme le PDF ou autres, qui ne veulent pas aborder le sujet. Il faut dire les choses comme elles sont. Nos adversaires, nos ennemis, sont des gens extrêmement intelligents, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Même si l'on ne parle pas des juifs d'ailleurs et qu'on a une opposition au régime de toute manière. Et si on a une opposition au régime d'une manière ou d'une autre, si on s'oppose au laxisme, si on s'oppose à l'immigration, si on s'oppose on s'oppose aux actuels tenants du pouvoir. Et qu'on demande, disons, on pourrait dire un ordre public rétabli de manière normale. À ce moment-là, automatiquement, vous devenez un ennemi du Vous êtes antisémite même si vous ne parlez pas des juifs. On est antisémite, même si on ne parle pas des juifs. Mais ça, c'est pareil, le mot antisémite, ça fait partie de ces mots phares qui permettent de vous fustiger, de vous attaquer et d'éviter d'aborder le débat au fond. On parle un manque de définition aussi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Non, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est sûr. À ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord, je vais dire, avec un Syrien, par exemple, ceux qui sont contre Bachar al-Assad, quoique c'est un alaouite, mais un régime moyen-oriental, si on est contre ce régime-là, on est antisémite. On est antisémite. Non, mais ça ne veut rien dire, mais c'est simplement... Donc Copé serait antisémite. Copé serait antisémite, voilà. On en est là. Donc, il faut bien voir les choses. La France aujourd'hui est en train de s'effondrer. Plus les années passent, plus l'effondrement est important. Parce qu'effectivement, au début, vous avez une pierre ou deux qui tombent, vous ne les réparez pas, ça tient encore quelques années. Et puis après, vous avez l'eau qui s'infiltre, vous avez des lézardes dans la muraille. Alors vous avez des pierres de plus en plus importantes qui tombent par le haut. Puis après, l'édifice s'écroule sur lui-même. Et ce qui est assez terrible, c'est que ceux qui pensent gagner en détruisant ce qui leur sert de support se suicident. Détruisent même les bases du pouvoir qu'ils veulent instaurer. Et vous pouvez traiter un peu du personnage Macron et de sa philosophie, puisqu'il en a une finalement. C'est peut-être pas tenu par sa femme, mais qu'en est-il? Macron, c'est quelqu'un qui, en gros, est un révolutionnaire en philosophie. C'est qu'il veut supprimer le principe du tiers exclu. C'est-à-dire le principe de non-contradiction. Cette feuille, elle est posée sur la table et elle n'est pas posée par terre. Lui, il va vous dire dans sa philosophie, c'est le mot qui est repris par certains commentateurs, il prend toujours en même temps. Autrement dit, la feuille, elle est en même temps sur la table et en même temps par terre. Donc, c'est quelqu'un qui développe une pensée de confusion des choses pour mieux les amalgamer et tromper les gens.
Donc c'est la philosophie d'ailleurs de la pensée complexe développée par Edgar Morin, qui vient aussi de Salonique à l'origine, et qui effectivement entraîne une pensée de confusion, dans laquelle tout est dans tout. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va vous dire, d'un côté on va vous donner ça, mais en parallèle, on va vous enlever l'essentiel. Donc c'est une politique de tromperie. Ça va contre le principe aristotélo-thomiste de non-contradiction. Voilà, c'est une politique d'illusionnisme qui a marché quand même jusqu'à présent chez beaucoup de gens, mais qui marchera pendant combien de temps? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Macron a été élu par une infime minorité de la population française. Il a été élu en gros, si on enlève les abstentionnistes, si on enlève ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, il a été élu avec à peine 25% des voix des inscrits. Et ces choses nouvelles, vous pensez, comparé aux élus précédents? Ça s'est un peu amoindri? Ça s'est amoindri. Et en gros, il est le représentant de la classe, disons, on pourrait dire, la classe supérieure, mais je ne dirais pas cosmopolite, mais déjà en voie d'internationalisation. En gros, de ce personnel de la mondialisation qui pense profiter de la mondialisation et qui ne se sent déjà vraiment plus français. Qui pense que cadres dynamiques, tous ces petits trucs un peu tertiaires, bourgeoisie de gauche, de droite. Qui sortent des grandes écoles de commerce, des différentes universités. Il a réussi à avoir ça de son côté. Oui. Voilà, il a réussi à avoir ça de son côté. Et ça, c'est extrêmement important. Il est le représentant de cette petite minorité de gens qui ne sont déjà plus français. Et ça... en intention, de fait... voilà. Et d'ailleurs, une des phrases emblématiques de Macron, c'est d'avoir dit « la souveraineté de la France n'est plus à Paris, mais à Bruxelles ». Symptomatique de quelqu'un qui a dépassé le stade de l'existence de la France en tant qu'entité souveraine. Parce qu'il aurait pu dire je reconnais la nécessité d'un État français et en même temps d'une société internationale, voilà. Comme il aime bien en même temps. Bien sûr. Mais là, c'est carrément, il considère que cette souveraineté doit être dépassée en elle-même. Et disparaître. Et disparaître. Il y a encore un corps organique de moins là. Et on pourrait presque dire que c'est dans sa logique, puisqu'il a dit pendant la campagne électorale qu'il n'y avait pas de culture française. Oui. Par contre, d'un autre côté, il avait dit en 2016 que la France est un pays d'essence monarchique et qu'elle ne s'en était pas remis de l'assassinat du roi. Enfin, elle n'avait pas présenté l'assassinat du roi, mais enfin de la disparition de... Oui, ça lui va de balancer. Voilà. Mais là, on en revient encore à ce changement de paradigme métaphysique, de paradigme mental. C'est que 1789 marque une rupture dans la civilisation, c'est que l'on est passé d'une civilisation fondée sur une loi de l'ordre naturel, l'homme soumis à l'ordre naturel, à un système de pensée dans lequel c'est l'homme qui commande à l'ordre naturel. Et donc il le nie forcément réellement. Il le nie réellement. Donc il y a eu un renversement de rationalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, les nationalistes qui veulent rétablir un ordre naturel, finalement, essayent de contrer un flux continu qui se développe depuis plus de 2 siècles. Ouais, de toute manière, même Caroline Forest, pour citer elle, lesbienne féministe, là, qui avait dit sur les plateaux télé à de multiples reprises, et ça je l'ai bien retenu, l'ordre naturel est fasciste. Puisqu'il s'impose à nous, en fait. Et voilà. L'ordre naturel, c'est déjà reconnaître l'humilité de l'homme. Oui. C'est que l'homme est inscrit dans un ordre universel. Qui est supérieur à lui, qui s'impose à lui. Qui réglemente sa vie. Tandis que 1789, eh bien, c'est l'homme qui est au centre. Et comme disait Marx, il faut transformer le monde. Ouais. Il faut transformer. Et donc le sujet fait sa réalité, il l'expose sur le monde et croit que c'est que tout va bien. Voilà. Donc, mais bon, alors nous savons très bien qu'à un moment ou un autre, tout ça va mal se terminer. Mais pour le moment, ça tient encore. Aussi longtemps que la décomposition, la déconstruction, comme aurait dit Derrida, n'est pas arrivée à son terme,
les nationalistes seront là tout simplement à combattre contre un flot, à être ces petits restes qui permettront de reconstruire lorsque ce sera écroulé. Mais pour le moment, nous avons tout contre nous. Nous avons tout contre nous, et ça, il faut en être conscient. Et il ne faut pas lâcher, parce que nous savons qu'à terme, nous allons gagner. Parce qu'un ordre antinaturel, à un moment ou à un autre, il s'effondre sous le poids de ses contradictions. Donc la nation est occupée. Aujourd'hui, il faut bien dire que la France est sous un régime d'occupation. Nous avons un gouvernement d'occupation. L'Europe est occupée, il y a l'Union européenne. Oui. Et l'Église est occupée aussi. L'Église est occupée aussi, mais tout est occupé. Et il nous appartient à nous de garder la pensée traditionnelle, mais seulement. Alors là, je dirais une chose, nous devons garder la pensée traditionnelle, nous devons garder la tradition, mais seulement la tradition est quelque chose qui est évolutif, quelque chose qui reste fidèle à elle-même, en gardant ses lignes de fond, mais tout en changeant et en s'adaptant, en se renouvelant. Et contrairement à ce que pensent certains traditionnalistes, on ne restaurera jamais l'ordre ancien. Et si l'ordre des formes nouvelles. Des formes nouvelles. Et si l'ordre ancien s'est effondré, c'est tout simplement parce qu'il était fragilisé de l'intérieur. C'est qu'il avait des faiblesses. Et le défaut, à mon sens, de beaucoup de gens, de catholiques traditionnalistes, ou même de gens qui se disent conservateurs, c'est de dire tout était bien avant et maintenant tout est mauvais. Non. Si les choses sont devenues mauvaises aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des failles, il y avait des faiblesses dans l'avant qui ont été exploitées, et on ne revient pas sur ces faiblesses, on ne veut pas les connaître, ou on ne sait pas les identifier, on ne veut pas les analyser, et on ne veut pas y répondre et en gros les résoudre. Il y a Frédéric Leplay, qui est un bon contre-révolutionnaire français du 19e siècle, qui a théorisé exactement, comme vous le dites, c'est dans la constitution essentielle de l'humanité. Il traite de l'universel dans l'humanité et du variable. Les deux aspects, et également l'équilibre entre tradition et évolution, où là où un traditionnaliste a tendance à être bloqué que sur un aspect et l'évolutionniste sur l'autre. Et finalement, la loi naturelle dit qu'il y a une articulation des deux. Autrement, soit ça se détruit, soit ça s'équilibre. Exactement. Donc il faut trouver. Les Chinois vous expliqueraient ça avec le principe du yin et du yang, il faut trouver le milieu. Mais effectivement, aujourd'hui, notre travail politique, et ça c'est important, effectivement, c'est de dénoncer le régime, c'est de combattre, de faire des efforts de proposition en économie, en politique et autres. Sur tous les terrains. Sur tous les terrains, mais du point de vue intellectuel, du point de vue spirituel, il y a un travail de fond à faire sur ces questions, de revenir même souvent à des débats qui remontent au XIIIe siècle entre saint Thomas d'Aquin et Duns Scotus, sur des questions de la grâce, de la volonté, de la grâce et de la nature, de la volonté et de la raison, des problèmes qu'il faut reprendre à la base, qu'il faut traiter. Il y a le fait aussi à partir de saint Thomas d'Aquin, on a trop intellectualisé la religion. La spiritualité, qui est toujours très vivante du point de vue de l'orthodoxie, a été intégrée à une sorte, desséchée à une sorte d'intellectualisme dans le catholicisme romain. Ce sont des problèmes aussi qu'il faut reprendre. Les questions sont complexes. C'est le reproche de l'école augustinienne notamment. Après, qu'il y a peut-être aussi ces points à développer. Ces points à développer. Chez Saint-Augustin, on trouve beaucoup de choses. Chez Saint-Augustin, il y a le Saint-Augustin du début qui n'est pas tout à fait le même de celui de la fin de la vie. Ce qui est normal, on a tous un cheminement intellectuel. Mais voilà le fond du problème aujourd'hui qui est à régler. Déjà, il faut traiter nos propres failles, les failles qui nous ont amenés là, tout en effectivement continuant à combattre l'ennemi, l'adversaire. Et donc cet entretien qui est basé sur un ancien éditorial de militant qui avait dit à l'époque 70 ans de déchéance politique par rapport à la Ve République. Je me souviens que c'était dans la conclusion où vous disiez que en effet c'est une lente destruction, c'est quand même pas mal de décennies, mais c'est rien au regard de millions d'histoires. Non, là 70 ans, maintenant c'est 80 ans quasiment, mais c'est rien. Non, ce n'est rien sur 2000 ans d'histoire.
La seule chose, c'est qu'il faut effectivement qu'il demeure des forces de résistance pour créer les ancrages du redressement à venir, du rétablissement de la France dans son destin millénaire et de l'ensemble de la civilisation européenne. Ça, c'est effectivement. Qui est gréco-romaine. Voilà. On a traité aussi de ce sujet d'ailleurs. On a fait la civilisation européenne, on a fait la nation France et ses particularités. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets. Oui. De sujets. Et peut-être celui de traditionnalisme qui n'a pas été spécialement fait. Et j'ai remarqué, oui, qu'en acceptant c'est un héritage monarchique capétien sans distinction, certains, souvent royalistes, acceptent même le gallicanisme comme tel. C'est-à-dire qu'il y a une loi historique qui veut que on ne fait pas le tri, quoi. On absolutise une période. Justement, on ne peut absolutiser aucune période. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un continuum dans l'histoire, il y a un mouvement dialectique de l'histoire qui fait qu'on doit savoir comprendre pourquoi on est passé de tel événement à tel autre, les enchaînements dialectiques de la pensée, de l'histoire et autres. Mais on ne peut pas idolâtrer telle ou telle période. C'est pas possible. On ne peut pas dire avant 1789 tout était beau ou avant 1968 la France allait bien et puis depuis on a tout cassé. Non, c'est un processus continu. Si 1968 a si bien réussi, c'est tout simplement parce que les esprits étaient préparés à ce que ça réussisse. Hein. Et toute la société partait. Non, voilà, non, il ne faut absolument pas avoir de pensée figée. Et c'est vouloir se tirer une balle dans le pied en tant que, disons, on va dire traditionnaliste, conservateur, enfin, ou autre, puisque en principe les nationalistes sont rangés dans ce camp-là, en voulant rester figé sur telle ou telle période. Quand bien même elle était globalement bonne au niveau de la loi naturelle. Mais en général, ce sont des périodes très très courtes dans l'histoire. Quand on regarde la stabilisation de la France, et certains disent « Ah, la période d'avant 14 c'était formidable et tout a été cassé à ce moment-là ». Effectivement, il y a eu une période entre 1900 et 1914 où il y a une certaine apogée de la France, où les problèmes sociaux n'étaient pas trop importants, même s'il y en avait beaucoup, parce que la vie des ouvriers était loin d'être rose. Mais c'est une période extrêmement courte, Il y a plusieurs, c'est comme l'Empire romain, on va trouver plusieurs périodes internes. Voilà. On va trouver des moments extraordinaires et qui vont durer 5 ans, 10 ans. Puis après, les forces souterraines, les mouvements reprennent et la situation se dégrade assez vite. On nous a parlé, c'est pareil, des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, oui. Les 30 Glorieuses. Sous Mitterrand, oui. C'est 30 ans et encore... Et encore pas que, oui. Non, et encore dans les années 45-50, les gens travaillaient 48 heures, 50 heures par semaine parce qu'il fallait reconstruire le pays. Les salaires n'étaient pas énormes. Il faut se rappeler des grèves des mineurs, même dans les années 60, en 63, parce que les gens n'en pouvaient plus. Il y a eu des conflits extrêmement importants, d'ailleurs instrumentalisés par le Parti communiste à l'époque. C'était de bonne guerre, si l'on peut dire. Il y avait énormément de problèmes. Alors parler des 30 Glorieuses qui étaient bien, oui, effectivement, il y a une chose, c'est qu'à l'époque, on était encore entre Français. On n'était pas en situation de multiculturalisme et d'invasion. De survivalisme, parce que... mais voilà, on peut idéaliser. Par exemple, ce qu'on appelle la Belle Époque, c'est tout simplement, il y a eu une succession de beaux étés. Et là, en mémoire des gens, il est resté de beaux étés. Voilà, il faisait beau, il faisait chaud. Ça ne tient pas grand-chose. Oui, voilà. Et puis, quand on voit le cataclysme de 14, effectivement, il valait peut-être mieux être en 1912-1913 qu'en août ou septembre 14, dans les champs de bataille de la Marne. Bon, très bien, on a été un peu plus libre sur cette fin d'entretien. Et on va conclure ici en donnant un peu les détails à suivre à nos internautes. Alors d'abord, pour suivre nos activités, vous pouvez consulter le site revue-militant.fr et pour tout échange, mais aussi pour les propositions de contribution,
à la revue papier, vous pouvez contacter à l'adresse suivante, contact@journal-militant.fr. Et puis pour les abonnements de la revue papier, vous pouvez nous donner les détails. Alors pour les abonnements de la revue papier, alors un abonnement d'essai 25 €, l'abonnement annuel normal 59 €, un abonnement renforcé, c'est-à-dire sans adresse militant apparaissant sur l'enveloppe, 82 €. Et vous pouvez écrire à Revue Militant, boîte postale 154 75 463, Paris CEDEX 10. Et pour les personnes qui sont intéressées, on peut toujours leur envoyer un exemplaire gratuit de démonstration. Et l'abonnement d'essai est renouvelable une fois, je crois. Et l'abonnement d'essai à 25 € est renouvelable une fois. Ça peut tenir un an. Très bien. Merci à vous, Monsieur Gandillon, encore une fois. Merci Florian. Merci Blandine.